Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un euro numérique et qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une vaste question. Les grandes marques que tu connais, c'est Visa, c'est Mastercard, c'est PayPal, et il y en a d'autres. Et puis, il y a toute une industrie des paiements derrière, qui est moins connue du grand public, qui là aussi est aux mains d'acteurs extra-européens. Attention, on a des actifs digitaux dans l'espace du numérique, on a une privatisation de la monnaie. Est-ce que c'est une bonne chose ? Nous, acteurs européens et professionnels européens dans le domaine des paiements, on est de plus en plus absents. En tout cas, de moins en moins visibles. Aujourd'hui, tu as des projets européens qui existent et qu'on nous soutient de manière très active, comme par exemple Wero. Et du coup, l'euro numérique, comment est-ce qu'il fonctionnerait ? On n'aura pas cette information-là. On aura un alias, un identifiant, qui pourra d'ailleurs changer dans le temps, mais on ne sera pas capable de le lier à toi en tant qu'individu. On peut faire des pilotes de manière interne, restreinte, si tout va bien. Voilà, c'est à peu près ça la trajectoire. Après, à la société au sens large de décider si oui ou non, elle en veut, elle en a besoin. Bonjour Alexandre Servinou. Bonjour. Bienvenue sur le podcast de Cryptost. Avec grand plaisir. Écoute, je vais te laisser te présenter en quelques mots, et puis après on va attaquer sur tout un tas de sujets autour de l'euro numérique. Très bien, je suis Alexandre Stervinou, en effet, directeur des études et de la surveillance des paiements à la Banque de France. Alors c'est beaucoup de choses, c'est une direction qui regarde le cash, qui regarde l'euro numérique, mais qui regarde aussi tous les moyens de paiement traditionnels, comme le virement, le prélèvement, évidemment la carte de paiement, sous deux angles principalement, la réglementation. Donc comment faire en sorte que l'on ait la capacité de moderniser notre univers des paiements dans un cadre réglementaire de confiance. La surveillance des établissements qui émettent des moyens de paiement, mais ceux aussi qui les acceptent, ces moyens de paiement. Et puis un autre angle qui est l'angle de tout ce qui est innovation. Comment, pour nous, à la Banque de France, accompagner finalement aujourd'hui le domaine des moyens de paiement. Alors c'est un soutien aux acteurs privés, et puis c'est nous-mêmes, en tant que Banque de France, on est aussi acteurs de ce domaine des moyens de paiement, et je pense qu'on y reviendra ensemble. Ok, ça marche. Et du coup, première question, puisque c'est le thème de l'épisode, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un euro numérique et qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une vaste question. Et si tu le permets, on va reprendre un tout petit peu les choses en arrière. On a aujourd'hui un écosystème des paiements qui a plusieurs caractéristiques qui nous frappent, nous, en tant qu'autorité de régulation, en tant que banque centrale. Alors la première caractéristique, c'est que on voit que les espèces sont de moins en moins utilisées. On en produit de plus en plus, nous, l'ensemble des banques centrales de la zone euro. On était à peu près en 2001-2002, au moment de l'introduction de l'euro, à 400 milliards d'euros en valeur qui ont été émis à ce moment-là, au moment de la bascule des monnaies, des devises nationales en euros. On est aujourd'hui quasiment à 1600 milliards d'euros. Alors c'est assez impressionnant puisqu'on est quand même 25 ans, quasiment 25 ans après, multiplié par 4. Par contre, notre usage du quotidien, du cash, des espèces, lui diminue. Et on a des enquêtes que l'on fait depuis 2016 maintenant, avec la BCE et auprès de l'ensemble des acteurs. Alors c'est des enquêtes assez fouillées, auprès des utilisateurs comme toi et moi, des commerçants, des entreprises, et on tient des journaux. On demande aux individus de tenir des journaux quotidiens d'usage des espèces dans leur vie de tous les jours. Et on s'aperçoit que ces enquêtes, régulièrement depuis 2016, en 2016, 19, 22, 24, montrent un déclin à peu près partout de l'usage du cash. Aujourd'hui, on est en France à peu plus de 40%, 43%. On était à 57% de mémoire en 2016. Donc tu vois, ça diminue. C'est un phénomène, encore une fois, qui peut être un peu varié d'un pays à l'autre. On a des pays en Europe qui sont beaucoup plus intensifs au niveau de l'usage du cash. C'est par exemple l'Allemagne, l'Autriche, les pays du Sud aussi, l'Italie peut-être. Et puis des pays qui, eux, sont beaucoup plus électroniques dans leur usage des moyens de paiement. Et c'est nous, en France. C'était avant le Brexit le Royaume-Uni. On était d'ailleurs très parallèles au niveau de nos usages des moyens de paiement avec le Royaume-Uni. Ce sont les Pays-Bas, la Belgique, etc. Et les pays scandinaves aussi. Pays scandinaves, parce qu'il y a eu la exactement. Suède qui avait même supprimé le cash, justement, et qui en est revenu. Exactement. On voit d'ailleurs des mouvements assez intéressants, c'est qu'au fur et à mesure de cette numérisation de nos économies, parce que finalement cette baisse du cash, elle s'explique par ça, c'est qu'on est dans des économies de plus en plus digitales, de plus en plus numériques,
C'est des moyens traditionnels classiques, la carte de paiement, mais c'est aussi évidemment le paiement sur Internet. Donc le fait que l'on transacte de plus en plus maintenant en ligne. Puis il y a eu le Covid aussi, qui est passé par là. Alors de manière assez intéressante, ça atteint effectivement nos usages du quotidien. Si vous appréciez l'interview, pensez à mettre un j'aime, à partager, à commenter et à vous abonner. Ça nous aide beaucoup à faire grossir le podcast et à continuer de démocratiser la crypto-monnaie comme on peut le faire avec Cryptost depuis 2017. Et n'oubliez pas, vous pourrez retrouver les interviews sur toutes vos plateformes de podcast comme Deezer, Spotify, Apple Podcasts. Ça vous permet d'écouter les interviews en faisant votre sport ou la vaisselle. On vous met tous les liens dans la description. Le Covid a amené une accélération des moyens de paiement, notamment type carte sans contact ou smartphone, fonctionnalité sans contact. Parce que oui, le Covid a été un peu un accélérateur, on va dire, de ces phénomènes-là. On pourrait d'ailleurs mentionner quelques chiffres autour de ça, mais tu vois, par exemple, le sans contact, c'est une technologie qui est arrivée dans les années 2008-2009 et qui a réellement explosé en 2019-2020 avec le Covid. Ouais, c'est comme les QR codes, en fait. Ça met 10 ans. Ouais. Voilà. Donc c'est toujours, d'ailleurs, assez intéressant de voir. Je parlais du cash qui diminuait. Là, on voit par exemple le sans contact. On a juste évoqué quelques phénomènes qui augmentent. Dans le domaine des paiements, il y a toujours une inertie. Il faut toujours penser à ça, c'est que ça ne se passe pas du jour au lendemain. Donc il peut y avoir un buzz médiatique, il peut y avoir beaucoup de podcasts, il peut y avoir des articles de presse, etc. Et c'est très bien, et c'est utile, il peut y avoir beaucoup d'innovations, mais les habitudes, la force des habitudes du quotidien, ça c'est, alors non pas une forme de résistance, mais une forme d'adaptation. Donc les gens prennent du temps à changer leurs habitudes. Ça, c'est un élément assez important. Mais tu me posais la question donc du pourquoi de l'euro numérique. Il y a cette diminution du cash, l'augmentation des moyens de paiement numériques, digitaux. On voit en plus, maintenant, dans le monde numérique, justement, que nous, acteurs européens et professionnels européens dans le domaine des paiements, on est de plus en plus absents. En tout cas, de moins en moins visible. Les grandes marques que tu connais, c'est Visa, c'est Mastercard, c'est PayPal, et il y en a d'autres. Et puis il y a toute une industrie des paiements derrière, qui est moins connue du grand public, qui là aussi est aux mains d'acteurs extra-européens. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important pour nous, c'est ce qu'on appelle l'indépendance stratégique, l'autonomie stratégique, et qui aujourd'hui porte le chapeau de souveraineté. Et la souveraineté dans les paiements, c'est un élément aussi extrêmement important, de la même manière qu'il peut exister pour les batteries, pour l'aéronautique, je peux parler batterie, énergie au sens large, etc. etc. Donc cette souveraineté, elle doit amener aussi un certain nombre de réactions. Et le dernier point, c'est que on pourrait penser que la souveraineté, elle serait adressable, si tu me permets l'anglicisme, par les acteurs privés. Oui, dans une certaine partie, mais ces acteurs privés sont largement fragmentés. Aujourd'hui, tu as des projets européens qui existent et qu'on soutient de manière très active, comme par exemple Wero, qui est un portefeuille électronique. Alors tu sais, en France, c'est l'évolution de Paylib, voilà, qui est devenu Wero. C'est disponible dans le Benelux, également en Allemagne. Ça va venir en France dans les paiements e-commerce l'année prochaine. Ensuite, ça viendra au point physique. Très bien, très belles initiatives que l'on soutient. On a Carte Bancaire en France, qui est notre système de paiement par carte. On le voit des fois pas très bien, mais on a le petit logo CB sur les cartes de paiement. Alors pas toutes, on est en train de travailler avec les acteurs pour que ça revienne, pour qu'il y ait cette présence très forte de carte bancaire, qui est un réseau un peu moins fort au niveau européen que Mastercard. Donc si tu réfléchis un peu à la hiérarchie des choses, tu as Visa, tu as Mastercard, tu as tout de suite carte bancaire après. Donc c'est extrêmement présent, c'est à peu près 80% des transactions cartes en France. Certes, un peu en perte de vitesse par rapport à Visa, Mastercard, mais un vrai programme dynamique derrière de retrouver de la souveraineté dans le paiement. Très bien, tout ça est très positif. Mais est-ce suffisant ? C'est ça, en fait, la grande question qui est derrière l'euro numérique. On parle de sujets où on a des acteurs extra-européens qui sont très présents. Est-ce que les acteurs européens, français en premier lieu, seuls peuvent être capables de lutter contre cette tendance-là, de fond, qui est là depuis 15-20 ans ? C'est pas très sûr au niveau de la réponse. 2, le cash diminue dans son usage du quotidien, et on a des gens qui aiment les caractéristiques du cash. Donc l'euro numérique, c'est quoi ? C'est du cash dans l'espace numérique. On n'existe pas aujourd'hui, le billet de banque n'existe que dans l'espace physique. Je peux t'échanger là, maintenant, un billet de 10 €. Je ne peux pas du tout le faire sur Internet. C'est pas possible. Donc la question d'un billet numérique, avec ses caractéristiques,
anonymat, gratuité, inclusive, disponible pour tous, cours légal. On pourra revenir sur ces caractéristiques, hein, bien sûr. Mais ça se pose comme question légitime. Donc l'euro numérique, ce serait ça. Parce qu'on peut revenir peut-être un petit peu aussi sur les différents types de monnaie. Tu parlais du billet, et en fait l'euro qu'on s'échange actuellement en ligne, en tout cas fourni par les banques commerciales, disons-nous par notre banque, en fait c'est juste un chiffre dans une base de données, c'est-à-dire qu'il n'est soutenu par rien du tout. Alors si, quand même. Il est soutenu par plein de bonnes choses. Je veux dire, et la confiance. Alors là où tu as un point, là aussi très fondamental, c'est la confiance. On a aujourd'hui un système qui est fondé sur la confiance parce qu'on a une architecture à 2 niveaux qui fonctionne. On a les banques centrales, qui sont d'ailleurs ce qu'on appelle souvent les prêteurs de dernier recours. Quand une banque commerciale est un peu dans une situation catastrophique, on a la banque centrale qui est capable de l'aider. Et justement, le deuxième étage de cette architecture sont les banques commerciales. Banques commerciales et fintech qui ont une autorisation, un agrément. On est d'accord, on va peut-être pas rentrer dans ces détails-là, mais simplifions en disant banque commerciale. Une architecture donc à 2 niveaux, les banques centrales, les banques commerciales et les utilisateurs. Les utilisateurs, c'est toi et moi encore une fois, consommateurs, mais également entreprises, commerçants qui ont des comptes auprès des banques commerciales. Et donc pour assurer le bon fonctionnement de tout ça, nous, en tant que banque centrale, on supervise, on surveille les banques commerciales et on leur demande d'avoir des réserves chez nous. Et c'est ça qui assure la solidité de l'écriture en compte que tu vois effectivement à un moment ou à un autre, un débit ou un crédit sur ton compte bancaire, que tu le vois d'ailleurs en ligne ou ailleurs. Quand tu payes avec une carte de paiement, quand tu payes avec un virement, quand tu payes avec un portefeuille Wero, en fait, tu transites des fonds, certes, mais tu transites avant tout des écritures qui sont au niveau des banques commerciales. Après, il y a tout un système de tuyauterie qui assure tout ça. Et ces banques commerciales peuvent le faire parce qu'elles ont des réserves chez nous et qu'on garantit, donc on donne ce sentiment de confiance, on garantit qu'elles sont solides, fiables, robustes. Et on les surveille, on va les voir sur place pour en être certain. Ce qu'on appelle les réserves fractionnaires, c'est ça? Alors tu peux avoir après des systèmes de réserves fractionnaires qui fonctionnent. C'est un peu la même chose pour les banques commerciales par rapport aux banques centrales. En effet, c'est le même type de fonctionnement. Ok. Et du coup, l'euro numérique, comment est-ce qu'il fonctionnerait concrètement? Comment est-ce qu'il fonctionnerait? Oui, alors l'euro numérique, ce serait alors, pour ça, les choses ne sont pas encore décidées, hein, on est d'accord. Je parle un peu au conditionnel. On va en parler justement des prochaines étapes. Si je dis au futur, il faut prendre avec des pincettes, c'est toujours du conditionnel. L'euro numérique, ce serait donc un billet numérique. Alors, il aurait donc toutes ces caractéristiques dont on parlait à l'instant de ce qu'est le billet, la gratuité, le côté anonyme. Je vais peut-être revenir là-dessus parce qu'on est dans le numérique et dans le digital. Là aussi, j'emploierai numérique et digital de manière indifférenciée. On peut des fois douter de cette capacité d'anonymat, mais on peut y arriver jusqu'à un certain point. Le cours légal, ça c'est important. Si c'est une devise, comme l'euro, on doit pouvoir l'accepter partout. Tous les commerçants doivent pouvoir l'accepter. Également, des considérations, je parlais d'inclusion, etc. C'est un moyen de paiement numérique. Donc, il va se traduire par une application sur un smartphone, par une carte de paiement physique, par exemple. Ce qu'on envisage dans un premier temps, c'est en effet d'avoir un euro numérique qui soit emportable dans un portefeuille électronique. Et donc le portefeuille serait sur son smartphone. Il peut être directement intégré à l'application bancaire existante, aux côtés des autres moyens de paiement, comme il pourra aussi être autonome. On réfléchit à une application autonome qui soit identifiée comme étant l'euro numérique. Voilà, donc dans sa manière de se présenter. Mais comme il doit être inclusif, cet euro numérique, demain, il y a des gens qui sont en situation de vulnérabilité ou de méconnaissance financière, ce qui est un sujet d'ailleurs à part entière. Peut-être qu'ils auront besoin d'une carte de paiement plus facile, plus traditionnelle, on va dire, et donc aisée pour eux d'utiliser comme moyen de paiement, encore une fois gratuit partout pour payer en euros numériques. Donc voilà un peu la forme que pourrait prendre cet euro numérique demain. Ok. Et où est-ce qu'on en est là, au niveau de l'euro numérique? On est encore en négociation? Alors, il y a peut-être 2 choses à distinguer. Il y a tous les travaux que nous, au niveau des banques centrales, on est en train de mener. Et puis, il y a le travail législatif, d'encadrement de ce que devrait être un euro numérique de demain d'un point de vue de la loi. Alors, je commence peut-être par les travaux techniques. Il y en a beaucoup. Ils ont commencé, en fait, en 2019-2020. C'est peu après le
coup de semonce, on va dire, de Libra, fameux... Renommé en Diem par Facebook. Exactement. Qui a quelque part été, attention, on a des actifs digitaux dans l'espace du numérique, on a une privatisation de la monnaie, est-ce que c'est une bonne chose ? Parce que Facebook avait lancé ça avec tout un tas d'acteurs partenaires, Visa, Uber, enfin bref, vraiment PayPal, je crois que la quantité d'entreprises a réussi à réunir toute une galaxie intéressée en tout cas avec... des contributions diverses et variées, mais intéressé par ce nouveau concept à l'époque, en 2019, autour d'une monnaie numérique privée, qui donc pose le souci de ce qu'est la monnaie et qui doit la contrôler. Parce que si on a demain, alors ça ne s'appelait pas encore des stablecoins, ça commençait à devenir un stablecoin, mais c'était la première manifestation en forme de projet de ce que pouvait être un stablecoin, c'est-à-dire un cryptoactif adossé à une devise, à un panier de devises, voire à d'autres actifs, avec l'idée... Il y en avait déjà depuis un moment, mais effectivement, c'était très peu mais c'était peu répandu connu. encore. Absolument. Et l'idée de l'utiliser comme moyen de paiement privé était un peu une nouveauté, en fait, à cette époque-là. Et posait la question, mais si demain on a ces choses-là sur un réseau de 2,5 milliards d'individus, avec des commerçants, des utilisateurs, réseau fermé, alors déjà, si demain il tombe, rien n'est impossible, hein. Je cite souvent l'exemple de Nokia dans les années 2000, qui était le roi du téléphone mobile et qui s'est fait détrôner en l'espace de quelques années par Apple et par quelques autres. Donc rien n'est immuable. Donc que se passe-t-il ? On aurait les mêmes situations qu'à l'époque où a été fondée finalement la Banque de France et la plupart des banques centrales, il y a plus de 2 siècles de ça. Donc là, il faut en rappeler à nos souvenirs les plus profonds les uns les autres. Mais on avait des banques commerciales qui frappaient leur propre monnaie. Et qui donc avaient des clients, encore une fois comme toi et moi, des entreprises également, mais qui pour certaines faisaient faillite. Et donc, que se passait-il à ce moment-là ? Eh bien rien, puisque le papier ne valait plus rien, ce papier imprimé. Eh bien c'est un peu la même logique, évidemment dans un monde totalement différent, hyper connecté, hyper mondialisé, avec des effets de réseau qui sont largement supérieurs. Mais cette naissance en 2019-2020, elle a été ensuite largement accéléré à partir de 2021. On est rentré dans une phase dite d'investigation, puis maintenant de préparation, où on a des analyses techniques sur l'euro numérique, son architecture, ce qu'il devrait être, ce qu'il pourrait être, pour répondre tout simplement à des besoins du quotidien des paiements, de manière hyper résiliente, hyper sécurisée, accessible tout le temps, par tout le monde, 24/7, 365 jours de l'année, et également avoir les banques qui soient capables de le commercialiser correctement, de le distribuer, parce qu'il ne sera pas payant, donc distribuer correctement. Donc beaucoup de travaux qui continuent aujourd'hui, qui sont faits avec les acteurs de marché, avec les banques, avec les associations de consommateurs, les entreprises, et qui... On va le voir, mais au mois d'octobre, fin octobre 2025, amèneront peut-être encore à une nouvelle étape de préparation pour encore 2 ans, donc entre 2025 et 2027, où on va affiner les analyses. Et il y en a beaucoup, parce qu'il faut regarder ce qui se passe avec les commerçants, ce qui se passe avec les banques et aussi avec les utilisateurs, donc notamment des pilotes, par exemple, qui seront aussi examinés, sur lesquels on va pouvoir travailler. Donc voilà où on en est sur la partie technique. Mais encore une fois, l'euro numérique, c'est une proposition. C'est une proposition des banques centrales, de la BCE, de nous-mêmes, notre réseau de banques centrales, pour dire, mais si on a un souci de souveraineté dans les paiements, si on a un souci d'avoir les équivalents en termes de caractéristiques du cash dans le domaine des paiements numériques, voilà, nous, une proposition que l'on peut faire, avec cette monnaie numérique de banque centrale dite de détail. Après... à la société au sens large de décider si oui ou non elle en veut, elle en a besoin. Et c'est pour ça qu'on a un texte de loi, alors qui est sorti, un draft, qui est sorti en juin 2023, donc ça fait maintenant un peu plus de 2 ans, proposé par la Commission, pour accompagner ce nouvel objet, cette nouvelle manière d'émettre une devise, d'émettre l'euro, sous forme d'euro numérique, et qui est aujourd'hui en discussion, donc depuis quand même déjà 2 ans, auprès des États membres. C'est comme ça que ça fonctionne l'Europe. Les États membres, l'ensemble des États discutent de l'euro numérique, et puis également des parlementaires européens, donc des gens qu'on a élus. Donc on est dans une trajectoire législative classique. Les États membres, on l'espère, vont être capables de se mettre d'accord d'ici la fin de cette année. C'est en tout cas ce que l'on souhaite de manière très forte.
Et les parlementaires européens, on comprend que d'ici le milieu de l'année prochaine, probablement arriverait à un vote autour de l'euro numérique et donc de ce qu'ils verraient, eux, comme bonne version de l'euro numérique, si en tout cas ils le souhaitent. Et ensuite, alors ça c'est la mécanique européenne, ensuite le Conseil, le Parlement européen, avec la Commission, se mettent ensemble autour de la table, c'est ce qu'on appelle un trilogue, et ils vont jusqu'à décider, ou pas, d'un texte de loi. Et ça, c'est probablement d'ici à la fin 2026. D'accord, ok. Mais entre-temps, il y aura quand même des phases de pilote, des tests pilotes qui auront lieu. Nous, on continue pendant ce temps-là. C'est-à-dire qu'on continue pendant ce temps-là à imaginer, alors c'est imaginer un peu de manière forte, évidemment, mais à construire ce projet d'euro numérique d'un point de vue technique. Quels seraient les fournisseurs, européens évidemment? Que feraient les banques centrales? On opère des systèmes de paiement aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as entendu parler, par exemple, des systèmes Target, qui sont des systèmes de paiement de gros, que toutes les banques utilisent, parce que voilà, c'est le fondement, l'infrastructure de base, l'actif de règlement, comme on dit si bien, de confiance. Et bien de la même manière, on continue à réfléchir à ces architectures possibles pour l'euro numérique, les fournisseurs. On va piloter. Probablement pas en 2026, il faut que le texte de loi aussi soit présent, ce serait quand même bien plus confortable, mais on peut faire des pilotes de manière interne, restreinte, en 2026-27, et penser, si tout va bien, à des émissions, à un début à partir de 2028-2029, et des déploiements ensuite plus larges. Voilà, c'est à peu près ça la trajectoire. Mais évidemment, il faut que le co-législateur, comme on dit si bien, soit d'accord. D'accord, oui, donc c'est possible qu'en fait un euro numérique ne voit jamais le jour si les pays européens se mettent pas d'accord. C'est une possibilité, absolument. Il y a un débat démocratique et nous, on a toujours insisté là-dessus. C'est pas une vision de technocrate. Ce qu'on peut des fois nous reprocher, tu sais, dans les administrations ou autres, technocratie. Non. Euro numérique, c'est une réflexion intéressante et intelligente, on l'espère, sur de vrais problèmes sur lesquels on peut encore revenir, mais qui sont réels, hein, perte d'indépendance, fragmentation du marché des paiements, la nécessité d'avoir les mêmes caractéristiques que le cash dans l'espace numérique. Et donc ça a une valeur, mais une valeur qui doit être débattue démocratiquement. C'est sûr que c'est pas à nous, banquiers centraux, ce n'est pas notre métier de décider de l'avenir de la monnaie. On est capable par contre de fournir cette monnaie. Ça, c'est clair, en toute indépendance, une fois que le feu vert est donné. Ok. Parce qu'il y a eu beaucoup d'interrogations, de questionnements d'une partie de la population qui se demandait, en fait, si cet outil-là ne pourrait pas être utilisé à des fins de traçage, c'est-à-dire de pouvoir savoir qui fait des transactions avec qui. De même, pourquoi pas empêcher certaines transactions d'être effectuées. On pourrait imaginer que si on regarde en Chine par exemple, voilà, on entend souvent parler du score social qui empêche d'acheter des billets d'avion si on a un score social qui est inférieur à tel nombre. Comment est-ce que vous assurez que ce ne soit pas possible? Oui, alors ce sont des questions très importantes et justement qui alimentent le débat démocratique. Et c'est pour ça qu'il y a un contrôle démocratique de cet objet-là. Et c'est aussi pour ça qu'on est extrêmement transparent depuis 3-4 ans, même un peu plus, sur ce qu'on est en train de faire avec cet euro numérique. Et on publie des rapports, et on a des interactions très fortes et avec les acteurs du public et la presse en règle générale. Les logiques ne sont pas les mêmes. Et on le voit d'ailleurs sous l'ombrelle de la monnaie numérique de banque centrale, on voit qu'on a des dynamiques différentes en fonction de l'endroit où on se trouve dans le globe. Je suis vraiment convaincu que la logique que l'on voit en Chine n'est pas celle que l'on développe en Europe. Pour des raisons alors quasi évidentes, mais c'est pas moi qui vais faire de la politique, mais on n'a pas du tout volonté, et on essaie de le prouver et de le démontrer dans les faits, d'avoir un nouvel objet devise qui soit programmable, par exemple, c'est-à-dire j'ai 10 € et comme par magie j'en ai plus que 9, qui donc me prélève des taxes, ce genre de choses-là. C'est ce qu'on peut appeler la monnaie fondante un petit peu, en fait, si on ne dépense pas notre argent, on a de moins en moins d'argent, voilà. Ce qui est en fait un peu de l'inflation, mais moins déguisé que l'inflation. Beaucoup moins déguisé, parce que déjà l'inflation toute seule, elle fait son travail, mais alors là ce serait double peine. Non, ce ne sera pas possible. Aujourd'hui, un billet de 10 €, il reste 10 €. Il ne devient pas 11 non plus, malheureusement, mais il ne devient pas 9. Demain, 10 € numériques ou 1 € numérique, ça restera 1 € numérique et 10 € numérique.
on ne pourra pas non plus le tracer. C'est-à-dire que on aura en fait deux systèmes, toute la même chose sont fondus, mais on aura deux systèmes qui sont sous-jacents à l'euro numérique. C'est un mode dit hors ligne, déconnecté. Donc j'aurai la capacité, moi, d'avoir mon application d'euro numérique sur mon téléphone, et toi-même, et d'échanger, et on pourra payer de la même manière auprès d'un commerçant en n'étant pas connecté à un réseau. Donc pas connecté à Internet, pas pour le commerçant. Via du Bluetooth ou via des... Ce genre de choses, exactement. C'est le type de technologie qu'on peut utiliser en proximité, on va dire. Et c'est disponible, effectivement, Bluetooth, NFC et autres. Tout ça fonctionne très bien. Et donc les soldes, oui, à la fin seront connus, mais on n'aura pas le détail des transactions. Donc ce sera très proche de ce qu'on peut faire en cash. En tout cas, le plus proche possible dans un monde numérique, évidemment. Après, il y a le mode classique qui est que, par exemple, on paye sur Internet avec son euro numérique. Là, on aura juste le minimum des informations qui seront transmises, données aux commerçants pour être capable de valider la transaction et à la banque commerciale derrière et à nous-mêmes derrière, de s'assurer qu'on a bien eu la dépense de 10 euros numériques et le gain, entre guillemets, le bénéfice de 10 euros numériques de l'autre côté. Mais on garantira qu'il n'y a pas de réutilisation de ces données à des fins commerciales et la fragmentation de la chaîne de valeur fait qu'on utilisera par exemple des techniques d'anonymisation, de pseudonymisation des informations et des données pour ne pas pouvoir lier le fait que toi, eh bien, nominativement, tu détiens tant d'euros numériques dans nos systèmes, nous, à la Banque Centrale Européenne, aux banques centrales nationales. Okay. On n'aura pas cette information-là. On aura un alias, un identifiant, qui pourra d'ailleurs changer dans le temps, mais on ne sera pas capable de le lier à toi en tant qu'individu. Okay. Et toute cette, pour juste terminer là-dessus, toute cette architecture-là, on en a déjà parlé, et on va continuer à en parler, on va continuer à publier en fait dessus. C'est-à-dire que de manière structurelle et par design, le système ne pourra pas faire des choses de ce type-là. En fait. C'est juste que ce ne sera pas conçu pour. Donc il y a un moment, on va s'empêcher, grâce aux technologies zero knowledge et des cryptographies assez avancées, on va s'empêcher de pouvoir le faire. Donc on est vraiment dans une démarche totalement opposée à une idée de contrôle, à une idée de surveillance via la monnaie. C'est pas du tout la logique dans laquelle on est. Bah, j'allais justement, alors sans vouloir rentrer trop dans la technique, demander un peu quelles étaient ces solutions-là qui permettraient de conserver de l'anonymat en ligne. Tu as parlé de Zero Knowledge Proof, peut-être de tout ce qu'on appelle FHE, Fully Homomorphic Encryption, ce genre de solutions-là. Exactement. Mais est-ce qu'il y a des garde-fous? Est-ce que vous avez pensé quand même à des choses qui ferait en sorte que si un gouvernement change, que si les mentalités évoluent, on ne soit pas en capacité de, en fait, même si ça partait avec de bonnes intentions, de détourner tout ça pour en faire un système de surveillance? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez déjà réfléchi? Disons, on réfléchit à l'incapacité technique de pouvoir faire de la surveillance avec l'objet euro numérique. Donc, en effet, c'est des techniques crypto assez avancées. Attention, moi, à un moment, je décroche. Donc, on va effectivement pas trop rentrer dans les détails, en toute honnêteté. Mais ces considérations sur la privacy, sur la confidentialité, on a fait des recherches. On a fait avec le MIT, par exemple, aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de liens qui ont été tissés avec eux. On le fait avec des académiques. On continue à y travailler beaucoup dessus. Donc, on sera dans une approche qui fait que, techniquement, on aura des limites fonctionnel. Donc même si un gouvernement change, même si des choses seraient amenées à plus de contrôle ou quoi que ce soit, l'euro numérique ne pourrait pas en fait aider à cela, puisque techniquement on n'en aura pas la capacité. Donc c'est ça à mon avis le fondement de la chose, c'est que c'est pas qu'on s'empêche d'ailleurs techniquement, c'est juste qu'on fait en sorte, on utilise des techniques qui sont disponibles pour tout le monde aujourd'hui pour assurer ce genre de choses. L'anonymat dans le numérique, c'est évidemment, ça fait un peu une opposition de termes. Mais on peut arriver à faire des choses, en effet. Et c'est un peu dommage de ne considérer que, parce qu'on est dans un monde numérique, on va être contrôlé, on va être surveillé. Oui, mais en fait, plein de gens travaillent depuis longtemps à faire en sorte que non, et notamment par de la cryptographie. Et c'est des choses qu'on va appliquer au maximum du possible dans cet univers-là.
On a entendu des rumeurs il y a quelques semaines ou mois, comme quoi l'euro numérique pourrait être déployé sur des blockchains publiques type Solana, Ethereum. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Oui, alors là, il y a probablement une confusion des genres. Il y a eu un article de presse qui est apparu sur le sujet et qui a probablement mélangé deux notions qui sont un peu, des fois, obscures, entre monnaie numérique de banque centrale dite de gros, interbancaire, et la monnaie numérique de banque centrale dite de détail, l'euro numérique dont on parle aujourd'hui. Alors du coup, il faut prendre un tout petit peu de recul et parler de cette monnaie numérique de banque centrale de gros ou interbancaire. C'est que on a aujourd'hui une transformation de l'univers des marchés financiers au sens large et de la relation d'ailleurs qui existe entre tous ces intermédiaires qui détiennent les titres, qui sont des plateformes de négociation de titres, etc. et avec les acteurs bancaires notamment. On a une seconde forme ou une seconde étape de digitalisation dans ce domaine-là qui est en cours. Parce que c'est extrêmement numérisé tout ça. On a des réseaux, tout le monde passe sur Internet, il y a des plateformes automatisées, il y a du flash trading, il y a du flash crash aussi, enfin il y a tout ce qu'on veut. Mais demain, grâce à la technologie sous-jacente, on pense à la tokenisation des actifs financiers, c'est-à-dire de les représenter de manière contenue, autonome, un actif pétrolier, un actif voiture ou autre, sous format numérique parfaitement transportable, on va dire, entre intermédiaires, en utilisant des technologies de registres distribués, en effet de type blockchain ou DLT pour Distributed Ledger Technologies, qui sont un peu équivalentes. Dans ce domaine-là, on voit bien que les acteurs financiers appellent à peut-être pas ce bond, mais cette avancée technologique incrémentale, qui est probablement très importante sur les marchés financiers et qui est assez révolutionnaire, ou en tout cas une très belle évolution de ce qu'on voit aujourd'hui. Et pour finalement accompagner cette évolution-là, on a toujours besoin du système à deux étages dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, les banques commerciales, si moi je suis une banque et toi tu es un acteur particulier, si tu m'achètes un titre, moi je vais te régler ce titre-là. Mais en fait, toi, tu vas le faire via un autre intermédiaire financier. Tu le feras via ta banque. Donc, on va être dans une relation où potentiellement, je ne connais pas ta banque. Elle peut être en plus quelque part située à l'étranger, en Allemagne, en Autriche, je ne sais pas où. Et donc, les banques, à un moment, ne se connaissant pas forcément très bien, elles reposent sur un acteur de confiance. Et l'acteur de confiance, c'est la Banque centrale. Alors, pour faire vite, c'est la BCE, mais c'est la BCE et les banques centrales nationales. On travaille tous ensemble. Et on a aujourd'hui nos systèmes, j'en parlais un peu rapidement tout à l'heure, des systèmes comme Target qui assurent le paiement, les paiements de gros montants. C'est-à-dire que moi, en tant que banque, je vais centraliser tous mes paiements et les payer en un seul coup en faisant une histoire de plus et de moins avec la banque qui est en face de moi. Donc je ne vais pas prendre les transactions individuelles qui sont les tiennes, mais je vais les compacter et je vais faire un netting des opérations, une compensation d'opérations. Et c'est la même chose avec les titres. Un peu plus complexe, mais il y a un moment, quand tu achètes un titre, tu le payes, tu vas avoir des intermédiaires financiers, des banques qui vont être en relation l'une avec l'autre, et elles vont régler de manière définitive l'achat, la vente du titre avec nos systèmes à nous de banque centrale. Ça leur donne cette garantie, cette confiance ultime à laquelle on peut penser. Eh bien, la technologie évoluant, il faudrait aussi, nous, qu'on pense à faire évoluer notre actif de règlement. Nos systèmes aujourd'hui Target ne sont pas calibrés et compatibles avec des DLT et des blockchains. Demain, ce sera probablement une bonne chose de le faire. Et c'est pour ça qu'on a une trajectoire sur la monnaie numérique de banque centrale, dite interbancaire, dite de gros, qui consiste à être capable d'avoir du règlement en monnaie de banque centrale sur des DLT et des blockchains. Voilà. Alors, est-ce que demain, on aura notre actif de règlement banque centrale qui naviguera sur Solana ou d'autres choses? Rien n'est moins sûr. On est en train de commencer ces travaux-là. Ils vont largement s'accélérer dans l'année qui vient, et je dirais même au-delà, mais très clairement en 2026, on aura des choses à dire autour de la monnaie numérique de banque centrale interbancaire. Mais donc, il faut laisser ça de côté et ne pas le confondre avec l'euro numérique. Parce qu'en effet, ce n'est pas exactement la même chose. Aujourd'hui, l'essentiel de nos transactions du quotidien, il n'y a pas de DLT, il n'y a pas de blockchain. Donc la réalité, c'est que si demain, et même dans quelques années, on veut faire un euro numérique, il faut d'abord s'adapter à la technologie ambiante. Il
Il faut d'abord être capable de fonctionner sur nos systèmes, les systèmes de tous les jours que l'on a aujourd'hui. Donc c'est le terminal de paiement que tu as chez ton commerçant, chez le buraliste. C'est ton site web, peut-être de quelqu'un qui est quelque part en Corrèze en train de en vendre du miel ou je ne sais quoi. C'est tout ça qui doit être intégré. Donc en fait, on va d'abord construire l'euro numérique sur des technologies existantes, sur des protocoles et des standards qui sont aujourd'hui disponibles. Alors on les européanise un peu plus. C'est-à-dire que là aussi, on a un vrai travail d'indépendance stratégique, d'autonomie sur les standards, tout ce qui est standardisation. C'est un vrai enjeu dans le monde, très clairement, et c'en est un dans les paiements. Donc, les travaux qu'on est en train de mener actuellement bénéficient déjà à ça. C'est-à-dire que tous les acteurs privés, d'ailleurs, le reconnaissent, ils apprécient le fait qu'on travaille à l'euro numérique sur les aspects standardisation. Parce qu'on a commencé à faire des travaux qui sont très effectifs et qui permettent de renforcer l'autonomie des acteurs européens en la matière. Mais il faut d'abord s'y intégrer. Il faut d'abord donc se mettre, je dirais, au service de ce qui est dans la nature aujourd'hui. C'est la première considération. Et si tu permets, je suis un peu long, mais la deuxième, c'est que on a besoin d'un système de paiement, cet euro numérique, qui soit très résilient, très robuste et très performant. Et pour faire de la performance aujourd'hui, oui, il y a des techniques sur les DLT et les blockchains, et ça va continuer à se développer, mais on n'est pas du tout au niveau des systèmes haute performance, plutôt centralisés ou distribués avec des systèmes de... Alors, on peut rentrer dans les détails, hot backup, hot swap, ce genre de choses-là, qui sont de très très belles choses que l'on est capable de faire, que tout le monde sait faire, et que nous, on est en train d'amener à un niveau maximaliste, en fait. C'est ça la logique. Donc, on aurait, avec l'euro numérique, plusieurs sites multigéographiques, un peu dans quelques pays européens, on communiquera en temps et en heure en fait autour de ça, mais qui permettront d'avoir une résilience 24/7, 365, avec aussi des performances en dizaines de milliers de transactions par seconde. Et ça, aujourd'hui, pour des choses du quotidien, être capable de soutenir ces besoins de performance, voire un peu de résilience derrière, mais surtout la performance, on est obligé d'aller vers des systèmes plus classiques, pour lesquels aujourd'hui DLT et blockchain ne sont pas calibrés pour. Justement, il y a quelques semaines, il y a eu une grosse panne bancaire en France, notamment, qui a touché pas mal de monde. Tu parlais de descente de distribution, etc. C'est l'idée justement de rendre le réseau résilient pour éviter de potentielles pannes de ce type-là? Oui, on a de temps en temps des pannes qui sont en général pas très vastes, mais qui peuvent durer quelques heures. Il y en a eu il y a une année et demie avec un grand acteur français. Il y a effectivement eu quelques semaines avec un acteur bancaire français, limité dans le temps. Celle-là, très souvent, ça arrive le week-end parce que c'est le moment où peut-être on a un peu moins d'équipes sur place et puis les systèmes peuvent être un peu plus sollicités parce que les gens sont en train de faire leurs courses. Donc, ça peut arriver. La plupart aujourd'hui des systèmes sont déjà bien résilients, c'est-à-dire qu'on a en place des backups. On anime d'ailleurs un groupe de place, dit groupe de place robustesse avec l'ensemble des acteurs pour s'assurer de ça. En préparation des JO 2024, comme tu peux l'imaginer, pendant 1 an et demi, on a travaillé avec les services de l'État. On était l'un des secteurs, les paiements, avec les télécommunications et l'énergie qui étaient bien en vue. Donc on était sur le podium de ceux qui devaient bien terminer. Alors on a réussi, heureusement. Mais je dirais c'est fondé parce que tous ces travaux en amont, en avance de phase, sur la résilience du système de paiement français et des acteurs français portent ses fruits. Maintenant, rien n'est parfait, ça existe. Donc ça peut arriver pour les systèmes des banques commerciales, ça peut arriver pour nos systèmes. Mais c'est vrai que, on s'améliore toujours. Et 2, globalement, ça ne dure pas très longtemps, il n'y a jamais rien qui est irrémédiable. Demain, si on pense à un euro numérique, oui, clairement, la réponse est un peu longue là aussi, mais la réponse c'est celle-là, c'est qu'il faut un euro numérique qui soit extrêmement résilient et qui soit bien réparti au niveau de ses serveurs, de ses capacités informatiques, de façon à ce que si on a un problème dans un coin, eh bien on n'est pas juste à côté et que donc tout puisse fonctionner le mieux possible. Je voulais faire un petit résumé du coup de l'euro numérique pour le retail, donc pour les particuliers, pour toi et moi.
Du coup, moi, j'aurais une application, ou alors j'utiliserai l'application de ma banque, et j'aurai une partie euro que j'ai actuellement, une partie euro numérique. J'avais lu qu'il y aurait certainement une limitation dans le montant de l'euro numérique, entre 1000, 2000, 3000 euros, qu'on pourra avoir au maximum. Et ensuite, comment est-ce que ça se passerait? Donc, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais donc j'aurais des commerçants qui accepteraient de la même manière l'euro numérique que l'euro actuel. Oui. Et peut-être expliquer aussi pourquoi il y aurait cette limite de 1000, entre 1000 et 3000 euros. L'idée, c'est d'avoir un moyen de paiement additionnel. Il se passe que, de manière un peu plus compliquée, on va dire, il y a de grands enjeux derrière, dont on a résumé les traits principaux tout à l'heure, de souveraineté, d'indépendance, etc. Mais pour l'utilisateur du quotidien, c'est j'ai quelque chose de supplémentaire avec lequel je peux payer. Je sais qu'il est un peu plus anonyme. Je sais qu'on ne va pas réutiliser, je ne vais pas avoir des publicités une fois que j'aurai acheté quelque chose en ligne, etc. Je sais qu'il sera accepté par n'importe quel commerçant parce qu'il a cours légal. C'est comme l'euro, comme les espèces. Bon, voilà un certain nombre de caractéristiques qui peuvent l'aider. Après, la manière dont ça va se présenter, il va y avoir une forme de flexibilité. C'est-à-dire que on va définir les grandes caractéristiques, le logo, le branding de la chose euro-numérique. Probablement que pour un commerçant, de la même manière qu'on a aujourd'hui des logos pour accepter des cartes de paiement, on peut imaginer qu'au démarrage, il faudra un petit logo un peu spécifique qui dise bah tiens, ici on accepte l'euro numérique. Bon, on sera acceptable partout. Comme le petit logo aussi qui précise ici est accepté Bitcoin ou d'autres. Alors ça, c'est des petites nouveautés, ou coquillage, ou vermicelle, ou ce genre de choses. Exactement, de la même manière, mais un petit peu mieux parce que ce sera quand même la monnaie légale et la devise. Mais c'est l'idée, c'est ça. Et dans l'application, le téléphone mobile, là, on va avoir aussi une forme de logotage qui permettra de distinguer ce à quoi on a affaire. Alors, on est en train d'y réfléchir. Moi, je ne préjuge pas de l'atterrissage. Là, on sera dans un an ou deux sur cette partie-là, mais c'est une partie très intéressante. C'est que, et importante, 1 euro reste 1 euro. Que ce soit 1 euro avec ta carte de paiement classique sur ton compte ou en euros numériques. Tout est convertible. On a ce système à 2 étages. Nous, Banque Centrale, on garantit que les banques commerciales qui sont là, qui vont distribuer l'euro numérique, c'est pas nous. Il n'y aura pas de compte de particulier, de toi, à la BCE, quoi. À la BCE, pas du tout. C'est bien les banques commerciales. Donc, ça va faire partie de leur offre. Ce sera un outil supplémentaire. Ce sera un outil européen, fait par les Européens, pour les Européens. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, le calibrage de sa présentation, oui, on va essayer de définir un certain nombre de caractéristiques minimales. Rien n'empêche autour, en effet, les banques de broder un peu et de l'intégrer à leur offre. Mais voilà comment ça va se présenter. Et les banques, j'ai pu échanger avec certaines personnes qui travaillent en banque, sont pas forcément très enjouées à cette idée d'euro numérique. Alors, pour plusieurs raisons. Une des raisons que tu as mentionné et préciser le fait que c'est pas un compte à la banque, à la BCE, à la Banque Centrale Européenne, mais peut-être qu'une personne préférera quand même avoir de l'euro numérique directement rattaché à une banque centrale, à la Banque Centrale Européenne, plutôt qu'un euro rattaché à une banque commerciale. Même s'il n'y a pas vraiment de distinction, l'un dans l'autre, on peut préférer peut-être, les particuliers préféreront peut-être l'euro numérique de la Banque Centrale Européenne. Et l'autre sujet, c'est également le coût que ça pourrait nécessiter pour ces banques-là d'intégrer cet euro numérique. Il y avait des estimations à 17-18 milliards, je crois, j'avais vu passer ces chiffres-là. Alors, ça nous permet d'aborder aussi ton sujet de limite de détention et de plafond auquel j'ai pas répondu avant. Il y a plusieurs choses, effectivement, qui sont sur la table avec les banques. Alors moi, je voudrais commencer par un premier point, si tu le permets, c'est que les discussions avec les banques commerciales sont des discussions très honnêtes, très franches, carrées, parfois tendues, mais constructives. Voilà. Donc ça, c'est un point qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est qu'on a des gens qui sont extrêmement sérieux en face. On espère qu'on est assez sérieux nous aussi. Et donc, on est dans une vision peut-être qui n'est pas partagée sur l'objet, mais au moins, on s'explique, on se parle. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. C'est qu'il n'y a pas de blocage, et je dirais, au-delà de ce qu'on peut entendre des fois, il n'y a pas de blocage de communication. Et donc ça, c'est un élément fondamental parce qu'on doit avancer là-dessus ensemble. Et notamment si les co-législateurs décident du texte de loi. Il faudra avancer, parce que ce sera obligatoire. D'ici là, on discute de beaucoup de sujets. Peut-être d'abord la limite de détention, qui a été aussi un des risques identifiés par les banques en se disant « mais si demain vous introduisez votre euro numérique, ça veut dire que moi, l'argent que j'ai sur mes comptes
classiques, il y en a une partie qui va aller sur ces wallets d'euros numériques, il n'est pas sur les comptes, il ne peut pas être utilisé pour financer l'économie. C'est en 2 mots comment les choses fonctionnent. Parce que, juste pour revenir sur le coup des réserves fractionnaires qu'on a abordé juste avant, les banques vont créer de l'argent, on va dire, ex nihilo, à partir de rien. Je te laisse me dire si je dis une bêtise ou pas. Et à partir de rien, mais il faut quand même un certain montant d'argent en réserve pour pouvoir effectuer des crédits, proposer des crédits. Alors c'est exactement le mode de fonctionnement des banques. C'est-à-dire que elles ont de l'argent en réserve, elles étendent après leur capacité, avec selon un certain nombre de ratios, de crédit à l'individu ou de paiement aux entreprises, aux individus. C'est la manière dont ça fonctionne. Et tout ça est garanti justement par des ratios de liquidité, des ratios de crédit en fait, qui sont présentés trimestriellement et que l'on contrôle, que l'on vérifie. Si demain on a une partie de ce pot-là, qui est utilisé pour le financement, pour le crédit, le financement de l'économie et le crédit, qui va dans l'euro numérique, les banques nous ont dit, mais attention, ça veut dire que vous allez quelque part amputer de quelques pourcents, voire plus, notre capacité à financer l'économie et les individus. Alors, on a mené un certain nombre d'études là, sur le sujet. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille fortement avec elles et nous-mêmes sur des modèles, en imaginant tous les scénarios possibles. Donc, scénario de crise, donc tout va mal, donc, tout le monde veut de l'euro numérique, grosse crise financière, ce genre de choses-là. Et puis des scénarios plus réalistes, c'est des scénarios d'utilisation du moyen de paiement, d'un moyen de paiement électronique, comme on en a aujourd'hui, et donc de comparaison à ce niveau-là. Alors, on n'est pas encore prêt à publier en fait les choses, mais on le fera quand ce sera prêt. Ce qui est plutôt aujourd'hui la tendance, c'est que c'est rassurant, y compris dans les scénarios de crise. Alors, il y a probablement dans les scénarios de crise des choses auxquelles il faut être attentif, parce que certaines banques sont un peu plus fragiles que les autres, en fonction de leur profil de clientèle. Mais, et ça c'est sur l'ensemble des banques européennes, mais sur les scénarios classiques, on est plutôt dans une démarche où on voit bien qu'avoir de l'euro numérique dans une utilisation de tous les jours, avec quelques dizaines d'euros qui finalement vont être sur les comptes, ou quelques centaines maximum, ça ne grèvera pas, ça n'empêchera pas les banques d'avoir leur ratio de liquidité préservé et d'avoir donc leur capacité de financement de l'économie préservée. Ça, c'est un premier point, qui est évidemment très important. Il va falloir qu'on communique plus fortement là-dessus, 1, avec les banques, et 2, de manière plus publique, puisque de toute façon, c'est notre devoir de transparence. Donc entre 1 000 et 3 000 euros, ce serait à peu près la fourchette envisagée. Aujourd'hui, on n'a pas encore déterminé, en effet, le niveau maximum. C'est quelque chose qui se fera plus proche de l'émission, s'il y a émission un jour, parce qu'on mettra à jour les modèles. Les modèles économiques et de calcul de plafond sont notamment fondés sur l'environnement qui est autour de nous, les taux d'inflation, les taux directeurs, et donc qui doivent être recalculés. Alors on a aujourd'hui quand même une facette assez grande, puisqu'on avait des taux directeurs négatifs il y a quelques années de ça. Avec l'inflation, les taux directeurs sont largement remontés, donc on a la grande panel très variée pour les modèles, mais de toute façon ça viendra plus proche de l'émission de l'euro numérique. Mais oui, des montants de 1 000, 2 000, 3 000 euros ont été mentionnés. Je pense qu'on n'ira pas sur des montants extrêmement élevés, type 5 000, 10 000 euros, ce genre de choses-là, c'est pas possible. Bon, ça c'est donc le point sur les limites de dépôt. Il y a souvent aussi, en effet, la question du coût. Le coût de financement de ce projet euro numérique aujourd'hui. Et il y a eu plusieurs études qui sont apparues, qui sont publiques. Il y a une étude notamment des banques italiennes qui est parue, et puis une étude qui a été menée par le cabinet PwC, de banques qui font partie de la Fédération bancaire européenne. Alors, les 2 études ne sont pas raccords sur les montants qui sont aujourd'hui envisagés, imaginés. Et on est en train de travailler, alors, avec les 2 et nous-mêmes, sur une évaluation des coûts, qui est demandée aussi par les États membres, puisque un tel projet est un projet d'ampleur. Donc bon, c'est compliqué encore de communiquer là-dessus. On pense quand même qu'on n'est pas sur ces montants qui ont été affichés par notamment l'étude de PwC, autour de 18 milliards, voire même 30 milliards. Les choses apparaissent quand même largement plus raisonnables, entre guillemets, que ça, même si, en effet, on sera sur des chiffres conséquents. Parce que les coûts seraient supportés par les banques, du coup. Alors, il faut bien voir que sur l'euro numérique, il y aura une partie coût d'investissement par les banques, et puis il y a une partie revenu. L'euro numérique leur rapportera également de l'argent.
Alors ça, c'est un point extrêmement important et sur lequel, là aussi, on doit continuer à travailler fortement avec les banques, nous-mêmes, avec les banques et aussi avec la Commission européenne, c'est de dire mais quel sera le modèle économique demain ? Parce que si on demande aux banques de faire un investissement sur un tel objet, c'est évident qu'il va falloir qu'il y ait un minimum de revenus derrière. Mais le revenu est assez complexe. Le revenu se base sur 2 plans, je dirais. Le premier plan, c'est par rapport aux autres moyens de paiement. Alors on a des moyens de paiement, notamment extra-européens, je ne vais pas les mentionner, mais je n'en ai parlé déjà tout à l'heure, qui sont des moyens de paiement à revenu. Et donc, les sociétés en question sont cotées, donc elles cherchent à faire des bénéfices, des gains. Très clairement, l'euro numérique, ce ne sera pas le cas. Donc ce sera moins cher. D'un autre côté, vous avez les commerçants. Les commerçants, eux, ils sont dans une logique où ils ont finalement un intérêt économique à accepter un moyen de paiement vis-à-vis d'un autre. Certains leur reviennent trop cher. Oui, par exemple, c'est pour ça que certains commerçants refusent des paiements par carte pour moins de X euros. Absolument, absolument. Et c'est pour ça qu'un euro numérique demain, on l'espère, il faut le calibrer pour faire en sorte qu'il soit accepté raisonnablement par un commerçant et pas à des coûts prohibitifs. Mais du coup, ce qui est bon pour un commerçant peut l'être aussi pour une banque à partir du moment où on a la logique d'un service rendu, qui est le service de distribution de l'euro numérique, 1 pour l'utilisateur comme toi et moi, 2 pour le commerçant, et du coût de son infrastructure derrière. Donc il faut penser à la rémunération, mais qui sera évidemment une rémunération alors équivalente à des moyens de paiement actuels, mais plus compétitive que ceux qui sont extrêmement rémunérateurs et qui sont là pour, communément, on va dire, faire de l'argent. Donc je pense qu'il faut être assez attentif à considérer non seulement le coût, en effet, brut, de ce que ça signifie introduire un euro numérique dans les systèmes des banques, auprès des commerçants, et puis les revenus. Et ce qui peut-être est aussi un peu absent pour l'instant du débat, c'est qu'il y a quand même pas mal aujourd'hui de synergies qui existent par les acteurs bancaires dans leur manière d'introduire des moyens de paiement ou de faire des paiements. Ils vont rarement cavalier seuls, ils utilisent d'autres acteurs pour fédérer finalement leurs coûts. Et ça, on pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été vues peut-être un peu rapidement sur cette partie-là. Mais bon, il faut y travailler avec les banques. Encore une fois, je pense que les 18 milliards qui ont été affichés paraissent quand même très élevés. Mais continuons à en parler, continuons à affiner. Et on va de toute façon, dans les semaines et dans les mois qui viennent, avoir du matériau, nous, Banque Centrale, pour discuter avec les acteurs bancaires sur ce domaine. Tu disais que vous souteniez certaines entreprises privées, enfin initiatives privées, d'entreprises privées. Pourquoi est-ce que vous soutenez pas ou peu, ou en tout cas pas publiquement, le développement de stablecoin euro? Récemment, il y a encore eu 9 banques européennes qui se sont associées, qui ont annoncé s'associer pour lancer un stablecoin euro. C'est vrai que si moi je parle du point de vue vraiment crypto, côté crypto, 99, quelque chose des stablecoins existants en circulation sont des stablecoins dollars. Un des seuls stablecoins enregistrés, enfin légal en Europe, est émis par un acteur américain. Voilà, est-ce que ça peut pas être des solutions justement ces stablecoins euro là pour pallier à une attente qui quand même peut paraître assez longue? On parle d'une arrivée de l'euro numérique en 2029-2030. C'est un horizon qui est quand même assez lointain. Qu'est-ce que toi tu penses et qu'est-ce que vous pensez à la Banque de France des stablecoins? Oui, très clairement, sur le sujet des stablecoins, c'est cryptoactifs de seconde génération, on va dire. En tout cas, si on essaie de qualifier des grosses générations, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça et tu connais sans doute beaucoup mieux que moi. Mais c'est un des risques qu'on a vu, d'ailleurs dans le projet euro numérique, avec le Libra, donc Facebook, Libra, Diem, dès 2019. Donc c'était bien une logique de stablecoin, donc d'un actif numérique, privatisation de la monnaie. Je pense que là, il faut faire un peu attention à comment on considère les choses. Les cryptoactifs, en règle générale, il y a un certain nombre de risques qu'on a identifiés très très tôt. Il y a maintenant plus de 10 ans de ça, des risques spéculatifs et donc de problématiques d'information de l'investisseur, de la personne qui les utilise, qui veut s'en servir. Notamment maintenant, on a une réglementation MiCA qui est assez performante, qui est même très performante sur le domaine. Ça, c'est une chose. Les stablecoins sont des nouveaux objets. Ce sont des nouveaux objets, alors pas si neufs que ça, mais ce sont des nouveaux objets dont probablement il y a un certain nombre de potentiels. Grâce à MiCA, on peut en avoir. Ils sont d'ailleurs attachés à de la monnaie électronique.
sont donc des e-money tokens, comme on le dit en langage micaesque. Ce qui peut aussi freiner certaines initiatives. Voilà. Alors, ce qui peut ouvrir la porte d'ailleurs à, pourquoi pas, alors réviser, je ne sais pas, mais ouvrir le capot de MiCA. Je crois que cette réglementation-là, qui a eu le mérite d'être dans les premières dans le monde, très clairement, vu la vitesse de développement de ce monde des cryptos au sens général, elle va falloir qu'elle évolue. Ça, c'est très clair. Mais les stablecoins peuvent peut-être représenter un certain nombre d'opportunités pour un certain nombre d'acteurs, notamment dans les paiements transfrontières, dans les échanges sur des marchés financiers. Le point, c'est qu'on pourra très bien avoir une coexistence à terme de la monnaie publique et de la monnaie privée. C'est ce qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des espèces, on a du cash, des billets, et puis on a les cartes de paiement qui sont exclusivement de la monnaie privée. Monnaie publique, monnaie privée. Demain, on peut très bien imaginer ce genre de choses également dans l'espace digital, alors surtout pour le domaine interbancaire. Pour le domaine du numérique grand public, le domaine retail, la question est assez entière. C'est qu'on risque d'avoir des phénomènes de fragmentation derrière. C'est-à-dire qui va être le distributeur ou l'émetteur du stablecoin. Tu as parlé de ce consortium de 9 banques. S'il y en a 9, ça veut dire qu'il n'y en a pas 4000. Or, en Europe, on en a 4000. Tu as parlé également d'un acteur américain, qu'on ne va pas mentionner, mais qu'on connaît très bien. C'est un acteur, et c'est lui qui est présent. Il y a un acteur français aussi, qui a notamment un stablecoin de ses filiales, oui, par exemple. Bon, mais j'ai parlé de l'américain parce qu'on est à des niveaux qui ne sont pas encore comparables. Voilà, je faisais le petit geste qui se voit sur la caméra. On n'est pas tout à fait au même niveau. Non, mais ce qui signifie aussi que on a un sujet d'opportunité, on a un sujet de succès, et puis on a un sujet potentiellement de fragmentation. Donc il faut faire un peu attention à ça. Dans le domaine des paiements de détail, je parlais beaucoup d'inertie, d'adaptation, des habitudes. Aujourd'hui, le monde n'est pas cryptoisé ou stablecoinisé, ou si on veut même être un peu plus technique, parce que c'est ça finalement qui est le plus intéressant, au-delà des objets, la technologie sous-jacente, l'infrastructure. Tout n'est pas blockchainisé aujourd'hui, tout n'est pas DLTisé. Et pour être tout à fait honnête, pas grand-chose ne l'est. Si on dézoome, et je sais que des fois c'est un peu compliqué, parce que quand on est plongé dans cet univers de la crypto, on voit tous les jours des trucs absolument dingues qui se passent. Mais si on dézoome complètement, on voit bien que ça reste un phénomène encore naissant. Je ne dis pas qu'il est insignifiant. Je n'ai surtout pas dit ça. Mais c'est un domaine naissant. Surtout avec ce qui se passe aux États-Unis et les volontés de... Exactement. Et on voit bien qu'on a une volonté très forte aux États-Unis de développer le domaine des cryptos et le domaine des stablecoins en dollars. C'est évident qu'il nous faut une réponse. La réponse, pour nous, elle doit être avant tout aussi une réponse de souveraineté dans le sens monnaie numérique de banque centrale. Que ce soit sur le domaine interbancaire, on fera donc cet actif de règlement en monnaie numérique de banque centrale de gros, ou dans le domaine du détail. Dans le domaine du détail, on a une complexité supplémentaire, c'est qu'il ne faut pas oublier l'existant. Donc on ne peut pas partir sur des stablecoins ou l'équivalent direct d'un cryptoactif, mais en devise. C'est extrêmement compliqué parce que aujourd'hui encore, le buraliste, le petit site web, le marchand d'à côté, quand tu fais tes courses, non, il ne s'agit pas d'avoir des DLT ou d'avoir... C'est là où la vision est vraiment opposée aux États-Unis. Eux, pour le coup, ils y vont à fond. Ils ont même voté une loi pour interdire l'émission d'une monnaie numérique de banque centrale. Tout à fait, et c'est une approche qui est différente, mais c'est une approche aussi qu'il faut voir qui ne correspond pas à exactement la même consistance des acteurs. Les Américains ont la force du dollar et la force de leurs acteurs du numérique. Aujourd'hui, si on répond avec notamment une monnaie numérique de banque centrale de détail, l'euro numérique, c'est bien aussi parce qu'on a les acteurs anciens, les Visa, Mastercard, PayPal, et les nouveaux, les Google, les Facebook, les Amazon, qui viennent dans le domaine du paiement. Et ces acteurs-là, qui sont des acteurs américains, peuvent parfaitement étendre une forme de suprématie ou de dominance dans le domaine, y compris des paiements, comme ils le font dans d'autres domaines technologiques. Donc, si je me fais un peu l'avocat du diable, si on attend une solution de la Banque Centrale Européenne et qu'on n'essaye pas de développer des initiatives privées, on n'aura jamais d'acteurs équivalents à Visa, Mastercard ou autres qui se développeront. L'histoire a démontré que malheureusement c'était un peu compliqué, donc il ne faut pas insulter l'histoire. Et on a deux outils.
on a l'outil effectivement d'encourager les acteurs à le faire, mais aujourd'hui on est dans la logique, notamment je parlais des acteurs comme Wero dans les paiements de détail. On va voir dans le domaine des paiements de gros ou des infrastructures ce qui est faisable avec les acteurs de marché, point d'interrogation, mais c'est clairement en tout cas un des objectifs à regarder de près. Et puis on a notre capacité à réglementer. Donc il ne faut pas penser qu'on a une seule jambe en fait de l'équation, qui serait de subir quelque chose. En fait, on a aujourd'hui réellement une double jambe qui est à la fois d'intervenir en proposant quelque chose en partenariat avec les acteurs bancaires, et puis la jambe qui est la jambe de réglementation. Alors MiCA a été une première étape et est une très bonne étape. Peut-être que demain, il faudra adapter MiCA. On le voit dans d'autres pays. Enfin, je pense que l'histoire a montré... Prends souvent les exemples de l'Inde ou du Brésil, qui ont des systèmes de paiement, alors de détail pour le coup, qui sont issus de partenariats publics-privés. Que ce soit Pix au Brésil ou que ce soit UPI en Inde, ce sont en fait des initiatives largement soutenues par le public et auxquelles les gouvernements ou les banques centrales ont fait venir adhérer les acteurs privés. C'est un partenariat qui a été amené par les gouvernements et qui fonctionne plutôt bien avec les acteurs privés, qui y adhèrent assez facilement et qui vaut d'ailleurs même quelques critiques de l'administration américaine actuelle. Parce que, en effet, la force de frappe des acteurs du numérique américain ne doit pas être sous-estimée. On l'a vu, on le voit aujourd'hui dans l'IT en règle générale. On a cette dominance-là. On est convaincu en tant qu'autorité publique que quand on parle de souveraineté, ça ne peut pas être qu'un sujet du privé. Il faut encourager les acteurs. Il faut que les acteurs puissent se développer. Il faut leur créer les conditions de développement. Mais on le voit bien, jusqu'à maintenant, on a été incapable de créer des géants du numérique. On a été quand même incapable de créer des géants du paiement. Donc demain, pourquoi la donne serait différente ? Il nous faut aider les acteurs du privé. Après, on peut avoir des variations dans la manière la plus efficace de les aider. Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on poursuit deux stratégies. Pousser les acteurs privés à se développer, les aider, on l'espère aussi, avec une réglementation qui les favorise, et deux, fournir, nous, des choses. Être acteur, être dans l'opérationnel même, à notre niveau. Et c'est ce qu'on fait avec la monnaie numérique de banque centrale, de gros ou de détail. Merci beaucoup, Alexandre. Je te remercie.